devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté. Moi, Lissouba Pascal, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation m'a confiées, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, de protéger et respecter le bien public, y compris les ressources et richesses naturelles, de promouvoir la paix, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le projet de société pour lequel j'ai l'ambition d'œuvrer au profit de notre pays repose sur le développement et la transformation de la production des ressources naturelles du pays grâce au progrès de la science et la technologie. Il s'agit pour nous de conduire notre pays et de manière irréversible dans la voie de la modernité grâce à la formation des hommes, à la gestion, la bonne gestion et au management de l'innovation. 65% de la population congolaise se trouve entre Brazzaville et à Pointe-Noire. 55. L'arrière-pays, plus personne, pratiquement. Et pourtant, il a bien sûr des millions de tonnes de barils qui sont sortis de 80, en gros, 79-80, jusqu'à 85-86. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure du fait de ce pétrole? Mais il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a pratiquement pas d'infrastructure. Il y a 5 milliards de dollars américains de dette. Qu'avons-nous fait de cette dette? Et aujourd'hui, voilà des questions sur lesquelles je ne veux pas répondre parce que ça fait politique politicienne. Ce sont des aspects que j'ai déjà mis de côté. J'ai dit, j'assume. Au début des années 1990, le Congo-Brazzaville entre dans une nouvelle ère, celle du multipartisme. À l'issue des travaux de la Conférence nationale souveraine, qui se tient du 25 février au 12 juin 1991, un acte fondamental est adopté. Ce texte marque une rupture historique avec l'ordre politique autoritaire qui prévalait jusque-là. L'acte fondamental affirme la volonté du peuple congolais de bâtir un État de droit fondé sur l'unité nationale, la fraternité et le respect des libertés fondamentales. Il proclame également le droit à la résistance et à la désobéissance civique face à toute prise de pouvoir, par la force ou par un coup d'État, et réaffirme l'attachement du Congo aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains consacrés par les grandes chartes internationales. Cette volonté de renouveau politique se concrétise le 15 mars 1992 avec l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution, plébiscitée par 96,32% des suffrages exprimés. Cette constitution consacre les libertés publiques, établit une démocratie pluraliste et décentralisée et prévoit l'élection du président de la République au suffrage universel. Elle institue une séparation des pouvoirs, un parlement bicaméral, un exécutif bicéphale, un pouvoir judiciaire indépendant. Elle garantit aussi la libre administration des collectivités locales et met en place des institutions comme le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel ou encore le Conseil supérieur de la communication. Les élections législatives des 24 juin et 22 juillet 1992 révèlent un paysage politique fragmenté. 5 formations principales se partagent les 125 sièges de l'Assemblée nationale. Union panafricaine pour la démocratie sociale, obtient 39 sièges. Le MCDDI, Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, en remporte 29. Le PCT, Parti congolais du travail, 19. Le RDPS, Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, 9. Et le RDD, Rassemblement pour la démocratie et le développement, 5. Le 2 août 1992 se tient le premier tour de l'élection présidentielle. Le taux de participation atteint 59,59%. Les résultats sont les suivants. Pascal Lissouba arrive en tête avec 35,89% des voix. Bernard Kolela le suit avec 20,32%. Denis Sassou Nguesso obtient 17,87%. Avant le second tour, des alliances se forment. Le PCT décide de soutenir l'UPADES, permettant à Pascal Lissouba de l'emporter au second tour avec 61,3% des suffrages exprimés.
Il est officiellement investi président de la République le 30 août 1992, devenant ainsi le premier chef d'État élu de la nouvelle République du Congo. Dans la foulée, les partis qui ont soutenu Lissouba se rassemblent sous la bannière de la mouvance présidentielle dominée par l'UPADES. En face, les partis d'opposition se regroupent autour du MCDDI de Bernard Kolela, formant une coalition appelée Union pour la République et la démocratie, URD. Peu après l'élection présidentielle de 1992, les discussions pour la formation du nouveau gouvernement s'engagent. Le Parti congolais du travail, PCT, réclame 7 portefeuilles ministériels, dont 2 ministères dits de souveraineté. En retour, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, le parti du président Lissouba, ne propose au PCT que 3 postes excluant les ministères de souveraineté. Le refus du compromis entraîne une rupture entre les deux partis. Le PCT décide alors de rejoindre l'opposition regroupée autour du MCDDI de Bernard Kolela, formant une nouvelle coalition baptisée PCT-URD, qui s'oppose frontalement au pouvoir incarné par l'UPADS et la mouvance présidentielle. Le 24 septembre 1992, cette alliance montre sa force à l'Assemblée nationale. Le PCT présente la candidature d'André Mouélé à la présidence du Parlement face à Ange-Édouard Pongui, le candidat de la mouvance présidentielle. Avec le soutien des députés de l'opposition, André Mouélé est élu président de l'Assemblée nationale. Une fois ce poste stratégique conquis, l'alliance URD-PCT passe à l'offensive. Le 31 octobre 1992, elle fait adopter une motion de censure contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Stéphane Maurice Bongo-Nouara. Elle réclame alors la nomination d'un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire, en s'appuyant sur l'article 75 de la Constitution qui prévoit « Le président de la République nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le pays entre dans une phase de crise politique. Le président Pascal Lissouba, bien qu'élu au suffrage universel, ne dispose plus d'une majorité à l'Assemblée pour faire adopter son programme. » Le porte-parole du gouvernement, Théophile Obenga, résume alors le dilemme en ces termes. Pour ne pas ouvrir la porte à l'aventure, le vote de la motion de censure devrait entraîner la dissolution de l'Assemblée pour permettre à la nouvelle coalition d'avoir la majorité parlementaire dont elle se réclame. 3 options s'offrent au chef de l'État: maintenir son Premier ministre au risque d'un blocage institutionnel, nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour entamer une cohabitation, dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections. Le 17 novembre 1992, Pascal Lissouba choisit la 3e option. Il dissout l'Assemblée nationale et annonce des élections législatives anticipées. Le 6 décembre, il nomme Claude-Antoine Dacosta Premier ministre. Ce dernier est chargé de former un gouvernement de transition dit de compromis, fondé sur un protocole d'accord signé le 3 décembre entre le pouvoir et l'opposition. Il lui revient également de mettre en place une commission nationale de supervision des élections législatives anticipées, CONOCELA, chargée de garantir la transparence du scrutin. Mais cette décision ne calme pas la crise. Au contraire, la dissolution de l'Assemblée est perçue par l'opposition comme une manœuvre présidentielle visant à contourner les équilibres politiques issus des urnes. Le pays s'enlise alors dans une instabilité croissante. Manifestations, émeutes, destruction de biens publics, barricades, ce climat explosif dégénère, débouchant sur les guerres civiles de 1993 et 1994 qui plongent le Congo dans une profonde crise politique et sécuritaire. Lorsque Pascal Lissouba accède à la magistrature suprême en août 1992, il hérite d'un pays en crise profonde. L'économie congolaise est exsangue, minée par une dette colossale et des finances publiques désorganisées. Le régime du Parti congolais du travail, PCT, a laissé derrière lui un lourd passif économique. À son arrivée au pouvoir, les caisses de l'État sont vides, les arriérés de salaire des fonctionnaires atteignent 5 mois, et selon les estimations du FMI et de la Banque mondiale, la dette extérieure du Congo s'élève à 6 milliards de dollars, faisant du pays, par habitant, le plus endetté du monde. Le secteur pétrolier, pilier de l'économie nationale, est sous le contrôle étroit de compagnies étrangères, notamment Elf Aquitaine. Le pétrole congolais, principale source de revenus du pays, a été hypothéqué à long terme. Jusqu'en 2002, une part importante des recettes pétrolières est déjà engagée pour rembourser des emprunts antérieurs. Bien que l'État détienne une redevance de 17% sur l'exploitation du brut, il n'a pas accès aux chiffres exacts de la production. Malgré ce contexte difficile, le président Lissouba ambitionne de transformer le Congo. Son projet de société est centré sur la valorisation des ressources naturelles par la science et la technologie. Il annonce vouloir faire du pays une petite Suisse. Mais l'instabilité politique freine rapidement ses ambitions. Dépourvu de majorité au Parlement, Lissouba se heurte à une motion de censure qui contraint son Premier ministre
a démissionné. Le président opte alors pour la dissolution de l'Assemblée nationale et convoque des élections législatives anticipées. Avant le scrutin, Lissouba souhaite apaiser les tensions sociales en régularisant une partie des salaires impayés des fonctionnaires, notamment 2 mois d'arriérés. Il sollicite alors un crédit relais auprès de la direction d'Elf. Mais sa demande est rejetée par le président directeur général du groupe, Loïc Le Floch-Prigent, qui la juge, selon ses propres mots, idiote. Selon lui, une telle avance aurait pu être utilisée pour affaiblir les adversaires politiques du président ou s'assurer des soutiens dans les urnes. Face au refus d'Elf, Lissouba se tourne vers une autre compagnie, Occidental Petroleum Company. Un accord est négocié, portant sur la vente anticipée du pétrole congolais à un tarif très inférieur au cours mondial. Le baril est alors cédé à $2, bien en dessous du prix du marché, estimé à $16 à la même période. Cette vente concerne une partie de la production à venir sur les champs prometteurs de Nkossa et Kitina, exploités par Elf et Agip. Le 27 avril 1993, après plusieurs semaines de tractations, un contrat est conclu avec Oxy. Il prévoit que le Congo cède à la compagnie 75 millions de barils jusqu'en 1997, à prélever sur un excédent de 500 millions de barils issus de 3 gisements offshore. Marine 3, exploité par Agip, Nkossa et Yanga Senji, concédé à Elf Congo. En contrepartie, Coxy s'engage à verser 150 millions de dollars, déposés sur un compte personnel du président Lissouba à l'Union congolaise des banques, UCB. Ce contrat soulève de vives critiques. Pour certains observateurs, cette opération compromet la souveraineté pétrolière du pays et hypothèque son avenir économique. Pour d'autres, elle illustre l'isolement croissant du pouvoir de Lissouba, confronté à la fois à des défis internes et à des rapports de force défavorables avec les puissances pétrolières. Le 23 juin 1993, dans un contexte politique tendu et incertain, le président Pascal Lissouba nomme le général Jacques-Joachim Yombi Opango au poste de Premier ministre. Sa mission, former un gouvernement d'ouverture capable d'apaiser les tensions. 4 ministres, issus de l'opposition, sont intégrés à l'équipe gouvernementale. Mais la volonté d'ouverture est rapidement éclipsée par des mesures d'exception. Yombi Opango instaure l'état d'urgence, interdit l'accès des partis d'opposition aux médias d'État et lance un ultimatum exigeant la restitution des armes de guerre détenues par des civils ou des milices. Pendant ce temps, les négociations entre Pascal Lissouba et Loïc Le Floch-Prigent, PDG d'Elf Aquitaine, aboutissent à un accord. La société française rachète le contrat conclu avec Oxy pour 215 millions de dollars, effaçant ainsi l'engagement initial du Congo envers la firme américaine. En échange, Elf Aquitaine obtient des avantages majeurs. Une loi votée par l'Assemblée nationale congolaise en décembre 1993 accorde à Elf l'exclusivité de la commercialisation du brut extrait du gisement Nkossa, un nouveau permis de recherche offshore et le rachat de 25% des parts de l'État congolais dans Elf Congo pour un montant de 50 millions de dollars. Le groupe français sécurise ainsi sa domination sur l'essentiel des ressources pétrolières congolaises. Le potentiel est immense. Le gisement de Nkossa est estimé à 400 millions de barils et celui exploité par Agip à environ 90 millions de barils. Mais ces tractations se déroulent alors que le pays plonge dans une crise sécuritaire majeure. Les tensions post-électorales dégénèrent en conflit armé entre 1993 et 1994, causant plus de 2000 morts, d'importantes destructions matérielles et des dizaines de milliers de personnes déplacées. Pour tenter de restaurer l'ordre, un collège arbitral international est mis en place. Le 31 janvier 1994, ses conclusions tombent. Il annule les résultats dans 6 circonscriptions remportées par l'opposition, URD-PCT, et dans 3 gagnées par la mouvance présidentielle. Ce verdict entérine la victoire du camp présidentiel aux élections législatives anticipées. Malgré ces réserves, l'opposition accepte le verdict international invoquant la nécessité de préserver la paix et l'unité nationale. Elle dénonce néanmoins ce qu'elle considère comme un verdict politique et économique. 17 mois après son élection, Pascal Lissouba peut enfin gouverner avec une majorité stable. Son parti, l'UPADES, est majoritaire à l'Assemblée nationale, présidée depuis le 22 juin 1993 par André Milongo. Mais le chantier qui attend le président est colossal. Le système éducatif, que le président entend relancer, est sinistré. L'année scolaire 1993-1994 est blanche, marquée par des grèves prolongées, des fermetures d'écoles et un manque chronique de moyens. Le revenu par habitant, qui s'élevait à 990 $ en 1997, a chuté à 680 $ en 1994, illustrant l'effondrement économique du pays. Les infrastructures de base sont en déliquescence. Il faut 2 jours en véhicule tout-terrain pour relier Brazzaville à Pointe-Noire, à travers 548 km de routes dégradées. Et dès les premières pluies, ce trajet devient presque impraticable.
La ligne ferroviaire Congo-Océan, longue de 300 km, est elle aussi en ruine, nécessitant une réhabilitation complète. Les services essentiels sont en panne. Le téléphone, l'électricité et l'eau sont souvent coupés ou interrompus sur de longues périodes. La production nationale d'électricité ne couvre pas les besoins, forçant le pays à importer jusqu'à 40% de sa consommation, à des coûts élevés. Le réseau des télécommunications est vétuste, limité à environ 100 000 abonnés sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire, entravant les échanges économiques. Même les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire témoignent de l'abandon, marqués par des nids de poules profonds et des chaussées impraticables. Autrefois exportateur de produits agricoles, le Congo est désormais un importateur net de biens de première nécessité. Le boom pétrolier des années 1980 a provoqué un exode massif des campagnes vers les villes, appauvrissant les zones rurales et provoquant l'effondrement des exploitations familiales. Les fermes d'État ont progressivement fait faillite, aggravant la dépendance alimentaire du pays. Plus de 80% des besoins alimentaires sont importés, représentant près d'1 milliard de francs CFA d'achat par an. Les marchés congolais sont submergés par les produits importés, venus du monde entier, faute de production locale suffisante. Dans les années 1960, le Congo connaît une croissance économique soutenue, avec un taux annuel moyen de 5,2%. L'économie repose alors principalement sur l'agriculture, le bois et les minerais, qui constituent l'essentiel des exportations. Le pays tire encore ses ressources de secteurs variés, avec une structure économique relativement équilibrée. Mais la décennie suivante marque un tournant majeur. À partir des années 1970, le pays entame l'exploitation industrielle de ses premiers gisements pétroliers. Entre 1970 et 1979, la croissance ralentit pourtant à 3,6% par an. Ce paradoxe s'explique par un abandon progressif des autres secteurs. L'agriculture, l'industrie manufacturière et même les services publics se retrouvent relégués au second plan au profit du pétrole. Puis, au début des années 1980, une conjoncture internationale favorable transforme profondément la situation. La hausse spectaculaire du prix du baril et la montée du dollar américain entraînent une explosion des recettes publiques, issues à 80% du secteur pétrolier. L'État congolais dispose alors de ressources sans précédent. Cette manne permet de financer un plan quinquennal de développement, 1982-1986, soutenu à 80% par des emprunts extérieurs. Grâce à ces investissements massifs, le pays affiche un taux de croissance annuel réel moyen de 11,5% entre 1980 et 1985, soit environ 8,5% par habitant. En 1985, le PIB par habitant atteint 1 206 $, un niveau jamais atteint jusqu'alors. Mais derrière cette prospérité apparente, les fondations restent fragiles. L'État devient un acteur économique tentaculaire, contrôlant directement ou indirectement la majorité de l'activité nationale. Les entreprises publiques prolifèrent, souvent mal gérées, mal équipées et incapables d'atteindre la rentabilité. Pour les maintenir en vie, l'État multiplie les subventions. Cette logique aboutit à un déséquilibre structurel. Les objectifs économiques sont progressivement sacrifiés au profit d'objectifs sociaux et politiques. L'inefficacité du secteur public, le manque de compétences en gestion et une fonction publique pléthorique aggravent la situation. À partir de 1985, la donne change brutalement. Les cours du pétrole et du dollar s'effondrent simultanément. Le pays, dépendant de ces deux facteurs, est frappé de plein fouet. À cela s'ajoutent des erreurs de politique économique. Les prix des biens de consommation sont artificiellement maintenus à des niveaux bas. Les dépenses publiques restent incontrôlées et la discipline budgétaire fait défaut. Face à cette crise, le Congo engage en 1986 un programme d'ajustement structurel avec l'appui de la communauté financière internationale. Mais malgré les efforts de stabilisation, la reprise n'est pas au rendez-vous. La croissance stagne, avec un taux moyen de 0,9% seulement entre 1986 et 1989. Le pays entre alors dans une période de ralentissement économique prolongé, marquée par l'endettement, la dégradation des infrastructures et une précarisation croissante de la population. Cette crise structurelle pèsera lourdement sur les décennies suivantes. En août 1990, le Congo adopte un programme d'ajustement structurel soutenu par un accord de confirmation de 21 mois avec les institutions financières internationales. Ce programme vise à redresser les grands équilibres économiques du pays. Mais très vite, sa mise en œuvre est interrompue. En cause, les tensions sociales croissantes liées à l'ouverture démocratique du pays et à la transition politique engagée. Entre 1990 et 1993, la croissance reste faible, autour d'1,1% par an. Dans le même temps, les déséquilibres des finances publiques se creusent.
Sous la pression des partis politiques et des syndicats, le gouvernement procède à des recrutements massifs dans la fonction publique. Les effectifs passent de 68 000 à 80 000 agents et les rémunérations augmentent considérablement. Le ratio fonctionnaire-habitant devient alors l'un des plus élevés d'Afrique. Un fonctionnaire pour 30 habitants. La masse salariale explose. Elle absorbe 66% des recettes publiques en 1991, 78% en 1992 et 190% en 1993, atteint un niveau critique de 97% en 1993. Face à cette situation, l'État accumule des arriérés de salaire, incapable de faire face à ses obligations budgétaires. Parallèlement, les arriérés envers les institutions multilatérales s'accumulent également. En septembre 1991, les décaissements sont suspendus et le pays perd sa crédibilité financière sur la scène internationale. Malgré cela, le Congo continue de recourir à l'endettement, en particulier à travers des prêts gagés sur le pétrole, afin de répondre aux besoins urgents de trésorerie. La dette extérieure du pays, qui s'élevait à 3 milliards de dollars en 1985, grimpe à 5,1 milliards de dollars en 1994, soit 21% du PIB. Cette hausse est notamment liée à l'ajustement de la parité du franc CFA. En 1995, le service de la dette représente 68% des recettes courantes et les prêts gagés environ 10% de l'endettement total. Cette surchauffe de la dépense publique, combinée à des investissements mal orientés, conduit à une crise économique et financière profonde. Durant les années fastes du pétrole, des secteurs essentiels comme la forêt, le transport ou encore l'agriculture ont été négligés. Lorsque les termes de l'échange se détériorent, le pays se retrouve sans ressources alternatives et sans capacité d'entretien de ses infrastructures, notamment le réseau de transport, devenu un véritable goulot d'étranglement pour l'économie nationale. Par ailleurs, la position dominante de l'État dans l'économie limite le développement du secteur privé. Le secteur bancaire, affaibli par une accumulation de créances douteuses liées aux entreprises publiques, devient à son tour insolvable. L'appareil de sécurité sociale s'effondre, faute de cotisations régulières de l'État et des entreprises. Le boom pétrolier, mal encadré, a aussi des conséquences sociales. Il favorise une urbanisation accélérée et désorganisée. L'exode rural s'intensifie et la population urbaine atteint 66%, l'un des taux les plus élevés du continent africain. Cette concentration se traduit par une explosion des quartiers précaires, marqués par l'insalubrité et le manque d'équipements de base. Le secteur social est le plus durement touché. Dans les années 1980, le Congo figurait parmi les pays africains les mieux dotés en matière de santé et d'éducation. Mais en moins d'une décennie, les indicateurs s'effondrent. Le taux de mortalité infantile atteint 124 pour 1000 et celui des enfants de moins de 5 ans grimpe à 96 pour 1000. Des niveaux comparables aux pays sahéliens les plus pauvres. Dans l'éducation, l'efficacité du système se dégrade fortement. Plus de 35% des élèves du primaire redoublent leur année. Ce déclin de l'investissement humain illustre la gravité de la crise structurelle du pays. Il montre aussi combien le redressement économique à venir s'annonce long, difficile et conditionné par une refondation en profondeur des politiques publiques. Face à l'ampleur de la crise économique, le gouvernement congolais élabore, en décembre 1993, un plan ambitieux baptisé Programme d'action et de relance économique sociale, plus connu sous le nom de PAREZO. Ce programme marque une volonté claire de reconstruire l'économie congolaise sur des bases plus saines, décentralisées et autonomes, avec une idée directrice forte, le redressement du pays par les Congolais eux-mêmes. Au cœur de cette stratégie, l'État reste un acteur central, notamment à travers les finances publiques. Il lui revient de préparer les conditions d'un nouveau modèle économique, en assainissant les finances, en posant le cadre d'un programme d'investissement cohérent et en favorisant l'émergence d'un secteur privé solide, capable de soutenir le développement du pays. La transition vers une économie de marché est désormais assumée. Le gouvernement s'engage à prendre des mesures fortes pour accompagner cette mutation, en luttant contre les blocages bureaucratiques hérités d'un système centralisé et inefficace. Cela implique la création d'un environnement institutionnel propice au développement du secteur privé et à la privatisation, notamment par la formation des Congolais à l'esprit d'entreprise, le parrainage, l'assistance technique et la mise en place de partenariats et une prise en charge locale grâce à la décentralisation. Des incitations au développement rural afin d'inverser l'exode rural et redonner vie aux campagnes. Et surtout, la maîtrise de la dette considérée comme une condition essentielle au redressement et à la relance économique. Sur le plan macroéconomique, le PAREZO fixe plusieurs objectifs clés. Accroître le taux de croissance du PIB réel de 0,9%
entre 1990 et 1993 à 0,3% à l'horizon 1995-1996, augmenter l'épargne nationale non pétrolière de 14% fin 1994, réduire le déficit courant de 20% du PIB en 1993 à 14% en 1996 et ramener l'inflation à un niveau compatible avec celui des principaux partenaires commerciaux du Congo avant la fin 1996. En matière de réformes structurelles, le programme prévoit une refonte progressive de la fonction publique pour adapter les structures et les compétences de l'État aux nouveaux besoins du développement, le désengagement de l'État des activités économiques à travers la privatisation des grandes entreprises publiques, hydrocarbures, transport, électricité, eau, télécommunications. L'un des paris du programme est que le secteur privé devrait assurer au moins 14% de l'augmentation nécessaire de l'investissement brut pour atteindre l'objectif de 3% de croissance annuelle à la fin de 1996. Un enjeu crucial compte tenu des ressources limitées du secteur public. Mais à peine quelques semaines après l'adoption du Parezo, un événement majeur bouleverse la donne. Le 11 janvier 1994, à 20h50, un coup de tonnerre retentit à travers toute la zone franc. La dévaluation du franc CFA de 50% est officiellement annoncée. La décision, imposée dans l'urgence, est motivée par l'effondrement des réserves dans les comptes d'opération et l'incapacité de la France à jouer son rôle de garant monétaire. Pour le Congo, pays fortement dépendant des importations, notamment alimentaires, à hauteur de plus de 80% de ses besoins, les conséquences sont immédiates et brutales. Les coûts d'importation doublent du jour au lendemain, provoquant une explosion des prix et un choc profond pour la population, déjà fragilisée par les années de crise. À partir de mai-juin 1994, le gouvernement congolais commence à appliquer concrètement les mesures du programme d'action et de relance économique et sociale, Parezo. L'objectif est clair, assainir l'économie, restructurer l'État et créer un environnement propice à l'investissement privé tout en répondant aux exigences des bailleurs internationaux. Première étape, la réforme de la fonction publique. Elle se traduit par une réduction significative des effectifs, avec la suppression de plus de 10 000 postes, soit environ 11% des agents de l'État. Des plans de redéploiement du personnel sont engagés, notamment dans les secteurs prioritaires de l'éducation et de la santé, pour mieux répondre aux besoins sociaux du pays. Dans le même temps, des mesures d'austérité sont mises en œuvre afin de réduire le poids des subventions publiques et préparer la privatisation des entreprises d'État. Les tarifs de l'électricité, de l'eau et des transports publics sont augmentés de 20%, une décision impopulaire mais jugée nécessaire pour rééquilibrer les comptes publics. Le gouvernement entend aussi créer un cadre transparent et attractif pour le secteur privé. Plusieurs textes et réformes voient le jour. Adoption d'une loi sur la privatisation, fixant des procédures claires de transfert d'entreprises publiques vers le privé, création d'un comité de restructuration bancaire chargé de liquider les banques insolvables et de préparer la privatisation du secteur financier. Adoption d'un nouveau code des hydrocarbures pour encourager la concurrence dans ce secteur stratégique tout en protégeant les intérêts nationaux. Mise en place d'un guichet unique pour simplifier la création d'entreprises, révision du code du travail, du code des investissements et élaboration d'un nouveau code de commerce. Le gouvernement va jusqu'à dénoncer le contrat controversé avec la société pétrolière Coraf, symbolisant sa volonté de reprendre le contrôle sur les ressources stratégiques du pays. Ces efforts de réforme ouvrent l'accès à un soutien financier international. La Banque mondiale accorde un crédit de restructuration économique de 100 millions de dollars. Par ailleurs, la baisse du PIB par habitant, passé de 905 $ en 1993 à 650 $ après la dévaluation du franc CFA, rend le pays éligible à l'aide de l'Association internationale de développement IDEA. Après de longues et difficiles négociations, le plan obtient également l'accord du Fonds monétaire international FMI. Cependant, malgré ces aides, les finances publiques restent sous pression. En 1994, les dépenses de l'État sont contenues à 302 milliards de francs CFA et aucune revalorisation salariale n'est accordée. Seuls 10 mois de salaire sur 12 seront effectivement payés aux fonctionnaires cette année-là, accentuant le mécontentement social. Face à un système de santé dégradé, le gouvernement lance un plan national de développement sanitaire PNDS. L'objectif est de réhabiliter les infrastructures existantes et d'étendre l'accès aux soins de santé primaire sur l'ensemble du territoire.
Grâce à ce programme, plusieurs structures hospitalières sont rénovées. Les maternités de Talangaï et Makelekele, les hôpitaux d'Abala, Mosenjo ou encore la cité Pasteur à Brazzaville. Le PNDS permet également de déployer un programme élargi de vaccination, soutenir des structures de santé en zone reculée, comme le centre médical de Sibiti, et mettre en place un réseau de médecine ambulatoire à travers des unités mobiles capables d'atteindre les zones les plus isolées. L'éducation, elle aussi, fait face à de graves déséquilibres. Effectifs pléthoriques, infrastructures vétustes, formation scientifique et technique insuffisante. Le gouvernement opte pour une réorganisation du système universitaire par décentralisation. L'idée est de désengorger Brazzaville tout en répartissant les filières dans d'autres régions. La faculté des sciences est transférée à Dolisie, dans l'actuelle école normale des instituteurs. La faculté de médecine est installée à Pointe-Noire et l'Institut des sciences agronomiques est relocalisé à Sibiti. Cette politique vise à corriger les dysfonctionnements structurels du système éducatif tout en encourageant le développement régional. En 1994, face à une dépendance alimentaire croissante et à une baisse de la production agricole nationale, le gouvernement congolais lance le programme d'action d'urgence du secteur agricole. Ce plan vise à relancer la production vivrière, à soutenir les petits producteurs et à réduire les importations coûteuses de denrées alimentaires de base. C'est une réponse à la fois économique et stratégique pour assurer une souveraineté alimentaire durable. Autre avancée majeure, la loi sur la décentralisation, adoptée le 28 mai 1994. Ce texte consacre une nouvelle organisation territoriale du pouvoir en octroyant une autonomie de gestion totale aux régions et aux communes de plein exercice, les grandes villes, et une autonomie partielle aux districts et communes secondaires. C'est dans ce cadre qu'ont lieu, en juillet 1994, les premières élections des maires. Deux figures politiques importantes émergent. Bernard Colélas devient maire de Brazzaville, tandis que Jean-Pierre Tister-Chikaya est élu à Pointe-Noire. Ce processus marque un pas significatif vers la démocratie locale. En août 1994, le Parlement adopte un nouveau code des hydrocarbures. Cette réforme stratégique met fin au régime de concession jusque-là en vigueur et introduit les contrats de partage de production. L'objectif ? Assurer à l'État une part plus équitable de la rente pétrolière, en particulier lorsque les cours du pétrole brut sont élevés. Ce nouveau dispositif permet également d'attirer des investissements tout en protégeant les intérêts nationaux. Le 13 janvier 1995, le Premier ministre Yombi Opango présente sa démission au président de la République. Mais il est aussitôt reconduit dans ses fonctions. 10 jours plus tard, un nouveau gouvernement est formé sans la participation des Forces démocratiques unies, FDU, une coalition comprenant notamment le Parti congolais du travail PCT qui refuse de rejoindre l'exécutif. Ce deuxième gouvernement, Yombi Opango, poursuit les objectifs du Pareso, avec une priorité donnée à la maîtrise de l'inflation, le paiement régulier de la dette extérieure et la réduction de la masse salariale de l'État, de 130 à 100 milliards de francs CFA par an. En avril 1995, une mesure controversée est adoptée, la réduction du temps de travail des fonctionnaires passant de 40 à 35 heures par semaine. Cette décision s'accompagne d'une baisse de salaire de 12,5% et d'un passage à une semaine de travail allant du lundi au vendredi uniquement. Objectif : économiser 6,6 milliards de francs CFA par an. Parallèlement, un abaissement de 30% des primes et indemnités permet d'économiser 1,5 milliard de francs CFA supplémentaires. Si ces décisions allègent les finances publiques, elles affaiblissent considérablement le pouvoir d'achat des agents de l'État et accentuent le malaise social. Pour accroître les recettes fiscales hors pétrole, le gouvernement met fin à plusieurs régimes dérogatoires du tarif douanier. D'autres mesures fiscales sont engagées. La taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, est portée de 12% à 15,25%. Son paiement devient obligatoire pour les entreprises publiques et le niveau de l'acompte forfaitaire sur les importations passe de 2% à 5%. Dans le même temps, une réorganisation des régies financières est lancée pour améliorer leur efficacité et mieux lutter contre la fraude. Une tentative de privatisation de la gestion des douanes est envisagée, via un partenariat avec une société britannique. Mais cette initiative, portée personnellement par le président, se heurte à une forte opposition des douaniers et est finalement abandonnée. Enfin, en juillet 1995, le Congo est déclaré éligible aux facilités d'ajustement structurel renforcées. Ce statut marque une étape cruciale. Il permet une restructuration de la dette du pays et ouvre la voie à des facilités de paiement accordées par la Banque mondiale. Le 15 août 1995, à l'occasion de la fête nationale, le président Pascal Lissouba choisit d'inviter Jonas Savimbi, chef de l'UNITA, principal mouvement rebelle angolais. Cette décision provoque une vive réaction du gouvernement de Luanda et refroidit considérablement les relations entre le Congo et l'Angola.
En revanche, les relations avec la France s'améliorent notablement. En juillet 1996, le président Jacques Chirac effectue une visite officielle à Brazzaville, marquant son soutien au processus démocratique engagé au Congo. Il réaffirme la position française, l'alternance politique ne peut se faire que par des voies démocratiques et pacifiques. Le 24 décembre 1995, les principales forces politiques congolaises signent un pacte pour la paix. Elles s'engagent à renoncer à la violence comme moyen d'action politique, désarmer leurs milices et les dissoudre progressivement. Parmi les 1200 miliciens prévus pour une intégration dans les forces armées nationales, 400 issus de la milice de l'UPADES ont déjà été incorporés. Cette initiative vise à pacifier le climat politique alors que les tensions persistent à l'approche des futures échéances électorales. Le 30 décembre, Lissouba renforce ses appuis politiques. Il est réélu à la présidence de l'UPADES et se rapproche de l'ancien rival Bernard Kolela dans une tentative de stabilisation de la majorité. Le début de l'année 1996 est marqué par une vague de grève dans les entreprises publiques. Le 20 janvier, les agents de la Société nationale d'électricité, SNE, de la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, de l'Office national des postes et télécommunications, ONPT, et d'Hydro-Congo dénoncent le processus de privatisation engagé par le gouvernement. Pendant plusieurs jours, Brazzaville est plongée dans le noir, sans eau ni communication. Ces protestations révèlent l'ampleur de la résistance sociale aux réformes économiques, jugées brutales et défavorables aux travailleurs. Sur le plan des infrastructures, le gouvernement tente de relancer le projet de barrage hydroélectrique de Sunda, grâce à un montage financier sud-africain. Malgré les cérémonies officielles de lancement, aucun chantier ne démarre réellement. Le projet reste lettre morte. Le 16 juillet 1996, le Club de Paris accorde au Congo un allègement significatif de sa dette dans le cadre des termes de Naples, avec 67% d'annulation sur un total estimé à 989 milliards de francs CFA. C'est une avancée majeure pour un pays alors écrasé par l'une des dettes publiques les plus lourdes au monde par habitant. À la fin de l'année 1996, les résultats de la politique d'assainissement financier menée par le gouvernement commencent à se faire sentir. En l'espace de 3 ans, plus de 60% de la dette ont été remboursés et les finances publiques se sont progressivement stabilisées. Le taux de croissance du PIB réel atteint 6,4%, témoignant d'un début de redressement économique. Dans les villes congolaises, le secteur privé prend un nouveau souffle. Des petites et moyennes entreprises voient le jour chaque jour. Le salariat public, jadis perçu comme un idéal, n'est plus l'unique horizon professionnel. Beaucoup de fonctionnaires cumulent désormais un second emploi pour compléter leurs revenus. Ce phénomène témoigne d'une évolution profonde de la société congolaise, marquée par un essor de l'esprit entrepreneurial. Les jeunes, à leur tour, se détournent de la fonction publique. Ils préfèrent monter leurs propres affaires, souvent dans le commerce, l'artisanat ou les services. Le retour à la terre s'accentue également. En banlieue des villes, les parcelles agricoles se multiplient. À Brazzaville, de nombreux citadins consacrent leur week-end à cultiver un champ. Même certains dignitaires du régime s'investissent dans l'agriculture avec des résultats variables. La confiance revient peu à peu. De grandes entreprises, implantées de longue date au Congo, reprennent leurs investissements. Dans le nord du pays, l'exploitation forestière s'intensifie. La production de sucre, quant à elle, a doublé en 4 ans, passant de 19 000 à 38 000 tonnes. Le groupe Villegrain, acteur historique du secteur, investit plus de 250 millions de francs pour moderniser ses plantations et construire une nouvelle sucrerie. La mise en exploitation du gisement pétrolier offshore de Nkossa, au large de Pointe-Noire, stimule l'activité économique locale. Les hôtels sont pleins, les liaisons aériennes se multiplient et Air France renforce sa desserte de la ville. À la veille de l'élection présidentielle prévue pour 1997, le climat économique semble encourageant, même si les tensions politiques et ethniques restent une menace latente. Comme le souligne un industriel, « Le plus dur est derrière nous. L'activité va repartir de façon très nette, à condition que les accords avec le FMI soient respectés et que la paix sociale soit maintenue après l'élection. » Malgré certains signes de redressement économique, les pratiques gouvernementales demeurent inchangées. Les mentalités n'évoluent que lentement. Les vieux réflexes marxistes persistent et, à la tête de leurs clans respectifs, les ministres continuent à gérer les affaires de l'État comme des propriétés privées. Dans les coulisses du pouvoir, les accusations de détournement, de clientélisme et de corruption se multiplient. Le verbe populaire parle de « boucouter », un mot en langue lari qui signifie littéralement « manger goulûment ». Une expression qui résume bien l'attitude d'une élite davantage soucieuse de s'enrichir que de gouverner. Les milices qui ont enchanté la capitale entre 1993 et 1994, les ninjas de Bernard Kolela, les cobras de Denis Sassou Nguesso et les zoulous de Pascal Lissouba sont toujours actives. Ni dissoutes, ni désarmées, elles demeurent une menace pour la stabilité du pays.
Sur le plan des réalisations concrètes, le bilan du président Pascal Lissouba reste mitigé. À défaut de grands travaux, il débloque une enveloppe de 6 milliards de francs CFA en faveur des régions et des communes. Ces fonds, confiés aux préfets et aux maires proches du pouvoir, sont censés doter les collectivités de moyens de fonctionnement plus efficaces. Lissouba entreprend alors un tour du pays pour promouvoir cette politique de proximité. Mais pendant ce temps, l'échéance présidentielle approche. Le 4 mai 1997, Pascal Lissouba annonce officiellement la tenue de la prochaine élection présidentielle. Le premier tour est prévu pour le 27 juillet, avec un éventuel second tour le 10 août. Il installe une commission nationale de recensement chargée d'élaborer les listes électorales en invitant tous les partis politiques à y participer. Dans ce climat tendu, le Premier ministre Yombi Opango présente sa démission en août 1996. Il est remplacé, 3 jours plus tard, par Charles David Ganao qui reçoit pour mission de rétablir la transparence et de mener à bien l'élection présidentielle. Toutefois, avec ce changement, la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale est perdue. Pendant ce temps, Denis Sassou Nguesso fait son retour au Congo après près de 2 ans passés en France. Le 26 janvier 1997, il revient sur la scène politique, bien décidé à briguer la magistrature suprême. Entouré de ses partisans et de sa milice, les Cobras, il entame une tournée préélectorale à travers le pays. À Ouando, toutefois, son accueil est glacial. La population, encore marquée par les événements violents de 1988, lui refuse symboliquement le tipoy, signe de rejet. Peu après, un militaire proche de Yombi Opango, soupçonné d'avoir voulu attenter à la vie de Sassou Nguesso, est abattu. L'incident enflamme la situation et entraîne une flambée de violence. Des accrochages similaires éclatent à Oyo, fief de Sassou, où 4 militaires de l'armée régulière sont dans une embuscade tendue par les Cobras. Informé à Harare, où il participait au sommet de l'OA, Pascal Lissouba rentre à Brazzaville. Le 4 juin, son gouvernement annonce sa volonté de désarmer toutes les milices encore actives dans le cadre de la préparation des élections. Mais le lendemain, le 5 juin 1997, la tension atteint un point de non-retour. Le gouvernement lance une opération de désarmement ciblée, visant notamment les Cobras. À l'aube, des unités des forces armées congolaises, FAC, encerclent la résidence de Denis Sassou Nguesso dans le quartier de Pila. Officiellement, il s'agit d'interpeller 2 officiers soupçonnés d'être liés aux troubles récents dans le nord du pays. Mais l'opération tourne rapidement à l'affrontement armé. Les Cobras opposent une résistance farouche. Bientôt, ils reçoivent le renfort de plusieurs officiers déserteurs et d'une importante fraction de l'armée restée fidèle à Sassou. Parmi eux, le groupement aéroporté, unité d'élite basée non loin de l'aéroport de Brazzaville, se rallie aux Cobras. Ceux-ci prennent rapidement le contrôle du dépôt d'armement du génie civil situé à Pila, l'un des plus importants du pays. Il fallait s'y attendre, Henri, le cessez-le-feu a été viré. Dès hier soir, les 2 chefs de guerre sont partis à l'assaut de l'aéroport. Des combats à l'arme lourde qui se sont poursuivis tout au long de cette journée. Il fallait s'y attendre parce que l'aéroport est une zone stratégique essentielle pour l'armée gouvernementale. Une armée qui acheminait des renforts en hommes et en matériel depuis plusieurs jours déjà. Mais le pire est sûrement à venir, car aujourd'hui on craint un embrasement général du pays. Et là encore, ce sont les civils qui vont malheureusement payer le prix fort. Alors Mourad, est-ce que cette explosion de violence était prévisible? On s'en doutait quand même, non? Bien sûr qu'elle l'était. Depuis des mois, le président Pascal Lissouba et son rival Denis Sassou Nguesso accumulaient des stocks d'armes impressionnants et des dizaines de mercenaires étaient même arrivés à Brazzaville à la fin du mois de mai. Jamais, donc, ces 2 chefs de guerre n'ont eu l'intention de jouer le jeu démocratique et participer aux élections prévues normalement le 27 juillet prochain. Depuis le 5 juin, depuis la reprise des combats, ils ont montré qu'ils préféraient les armes aux urnes et la guerre à la démocratie. Ce n'est pas un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase de la guerre. Pascal Lissouba réalise rapidement qu'il ne peut plus compter sur la loyauté de toutes les forces régulières. Plusieurs officiers, notamment supérieurs, ont rallié le camp de son rival Denis Sassou Nguesso. D'autres adoptent une position attentiste. Le chef d'état-major, le général Mabika, quitte le pays pour l'Europe, officiellement pour raison de santé. Bientôt imité par son adjoint, le général Mayulu. Le président nomme alors le colonel Lundu à la tête des forces armées congolaises, FAC, secondé par le colonel Ibala. Tous 2 prennent en main la direction des opérations du côté gouvernemental. Face à eux, les Cobras bénéficient du retour et de l'encadrement de plusieurs anciens officiers de l'armée exclus en 1995. Une semaine après le déclenchement des affrontements, un contingent important de miliciens Kokoï arrive de Loudima où ils ont été formés par des instructeurs israéliens. Le 17 juin, une trêve est conclue. Elle permet l'ouverture de pourparlers à Libreville.
sous l'égide du président gabonais Omar Bongo. Lors de ces premiers échanges, les délégués de Denis Sassou Nguesso exigent le départ de Pascal Lissouba au 31 août 1997, date d'expiration officielle de son mandat présidentiel. Cette demande est jugée inacceptable par Lissouba, qui lance alors le processus d'installation du Conseil constitutionnel, seul organe habilité à reporter une élection ou proroger le mandat présidentiel. Le 23 juin, le Conseil constitutionnel est enfin désigné et prête serment au Palais du Parlement. Le 19 juillet, il annonce officiellement le report de l'élection présidentielle. Le 30 juin, de retour de Kinshasa, où il participait à la célébration du 37e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Lissouba déclare publiquement « La guerre débutée le 5 juin 1997 était non seulement une guerre de pétrole, mais aussi celle qui doit permettre de s'assurer la gestion de la manne qui tombera à partir de 1998. Je vous le dis maintenant pour que vous compreniez pourquoi on vous fait la guerre. Non seulement nous avons réussi à faire le contrat de partage de production, mais il y a d'autres gisements de pétrole qui vont entrer en exploitation en 1998. Si la guerre de 1993-1994 avait pour enjeu Kossa, celle d'aujourd'hui repose sur Kitina, un gisement au moins aussi grand que la première citée. Alors que les combats se poursuivent et que les négociations s'enlisent, une recomposition politique s'opère. En septembre 1997, l'Espace républicain pour la défense de la démocratie et de l'unité nationale, ERD-DUN, voit le jour à Brazzaville. Cette coalition rassemble des partis ne soutenant ni le camp présidentiel, ni les forces démocratiques et patriotiques, FDP, constituées autour de Denis Sassou Nguesso. Officiellement créé pour œuvrer au retour de la paix, l'ERD-DUN se positionne de facto comme un front anti-Sassou. Le 13 septembre, sur proposition de cette coalition, Pascal Lissouba nomme Bernard Kolela Premier ministre. Ce dernier, jusque-là resté en retrait, entre ainsi dans le conflit aux côtés de Lissouba. Son gouvernement de 46 membres se veut ouvert, réservant symboliquement 5 portefeuilles au PCT. Mais dans les faits, cette nomination marque l'engagement militaire des ninjas de Kolela aux côtés des forces présidentielles. Jusqu'alors, en position de repli, les troupes de Lissouba bénéficient de cet appui et de moyens renforcés, notamment l'utilisation d'hélicoptères de combat. Les Cobras, quant à eux, contrôlent toujours le nord et le centre du pays. En septembre 1997, un tournant décisif se produit. Les forces armées angolaises s'engagent activement aux côtés des Cobras. Elles rejoignent les contingents tchadiens, rwandais et les ex-forces armées zaïroises déjà présents depuis juin. Cette coalition modifie radicalement le rapport de force. Des cargaisons d'armes arrivent à l'aéroport de Pointe-Noire, renforçant la capacité militaire de l'alliance pro-Sassou. Les revers s'accumulent pour le camp présidentiel. Les dignitaires du régime Lissouba se replient vers Pointe-Noire. Le 9 octobre, les forces Cobra et angolaises s'emparent de l'aéroport Maya-Maya. 2 jours plus tard, l'aviation angolaise bombarde le palais présidentiel ainsi que les quartiers sud de la capitale. Lissouba est contraint de fuir Brazzaville et se replie à Dolisie. Le 14 octobre 1997, Brazzaville tombe entre les mains des Cobras et de l'armée angolaise. Le lendemain, Pointe-Noire est à son tour occupée. Le régime de Pascal Lissouba s'effondre. La majorité de ses proches collaborateurs fuient vers les pays voisins. Le président lui-même prend la route de l'exil, transitant par Nkayi et Sibiti avant de rejoindre le Gabon. La guerre civile de 1997 a laissé derrière elle un lourd bilan. En quelques mois, des milliers de personnes ont perdu la vie, civils comme combattants. Les combats, concentrés à Brazzaville et dans certaines zones du sud, ont également causé d'importants déplacements de population. Plus de 800 000 personnes auraient fui leur domicile, parfois dans des conditions précaires. Les infrastructures civiles, hôpitaux, écoles, réseaux d'eau et d'électricité ont subi de lourdes dégradations, aggravant la crise humanitaire. Brazzaville a été largement ravagée par les combats de rue, les bombardements aériens et les pillages. Le 24 octobre 1997, le général Denis Sassou Nguesso s'autoproclame président de la République. Il promulgue un acte fondamental instaurant une période de transition, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre politique pour le Congo-Brazzaville.